Et je donne la parole à Pascal Angèle pour Taine et ses neveux. Alors nous sommes très curieux de ces neveux qui vont apparaître. Je pense à la célèbre pièce « Tel oncle, tel neveu ». Oui, on est quasiment dans Flers et Caillavet. Beaucoup cité dans La recherche du temps perdu. C'est Charlus et Saint-Loup, tel oncle, tel neveu. Je pense que tu seras satisfait à la fin de l'exposé de ce point de vue-là. D'accord. Alors, je te donne la parole. Bon, je remercie beaucoup. Tu dois parler dans le micro. Oui. Est-ce que je dois appuyer quelque part? Non, ça y est. Bon, je remercie beaucoup Antoine Compagnon et Alain de Libera, ainsi qu'Alexandre de Vitry et David Simonetta pour leur invitation. Au moment où ils m'ont proposé ça, je me suis dit que peut-être qu'il valait mieux que je parle des discussions que j'ai eues déjà avec Alain de Libera sur la confrontation entre un historien de la philosophie et un philosophe analytique qui pratique en général une certaine sorte de brutalité et de violence dans l'histoire, mais je me suis dit que d'un autre côté, il valait mieux que je me penche plutôt du côté Antoine Compagnon. Et c'est pour ça que je vais parler de Taine. Alors, Thibaudet professait méchamment en 1923 à propos de Taine: dans toute l'histoire des idées françaises qu'on écrira, il tiendra une place considérable, sans être beaucoup plus lu que Guizot et Villemin, dont le cas ressemble quelque peu au sien. C'était pas mal vu parce que on lit aujourd'hui Taine pour avoir été l'un des rares à dialoguer directement avec Stuart Mill et Nietzsche, pour avoir joué un rôle dans la formation de la pensée nationaliste barésienne et maurassienne, ou pour avoir introduit le positivisme dans la critique d'art et influencé Zola par sa fameuse formule sur le vitriol et le sucre. Mais pratiquement plus personne ne lit ses best-sellers, Le voyage aux Pyrénées et La philosophie de l'art. Jean-François Revel, dans les années 60, essaya bien de le republier sans succès. Il n'intéresse plus que comme moment de l'histoire des idées qu'on vient de contempler comme les dinosaures au muséum, ou selon la suggestion d'Antoine Compagnon, comme inspirateur du salon carré du Louvre. Selon Thibaudet, je cite, « Les ambitieuses reconstructions de Taine, ces palais d'idées ne se sont pas écroulés. Il leur est arrivé pis. Ce sont aujourd'hui des salles vides, démeublées, humides, peu habitables. » Fin de citation. Il lui manque, nous dit toujours Thibaudet, le sens bergsonien de la durée et de la vie. Et ailleurs, insulte suprême, Thibaudet compare Taine à Nisard. Il règne autour de Taine une atmosphère de ridicule, une atmosphère qu'on a envie de chanter sur l'air de Malbrut s'en va en guerre. Presque toute l'histoire intellectuelle du XXe siècle a réagi contre lui, même une fois sa dictature intellectuelle achevée, ce qui prouve à rebours son magistère. Ses disciples d'abord, comme Paul Bourget, qui le caricatura sous les traits du savant Adrien Sixte, qui professe un déterminisme psychologique à la Spinoza et nie l'existence du bien et du mal, conduisant par son enseignement son pauvre disciple au meurtre indirect, confirmant le jugement de Brunetière, qui ne voyait dans les doctrines de Taine, tout comme Monseigneur Dupanloup, que la ruine des valeurs morales. Barrès ne lui rendit pas plus service en le mettant en scène dans Les Déracinés, roman qui était supposé transposer ses doctrines en représentant des jeunes gens qui, à la différence de l'arbre des invalides que le philosophe allait contempler chaque jour et qu'on peut toujours contempler aujourd'hui, avaient perdu leurs racines. Durkheim approuva chez Taine ce qu'il jugeait être la seule doctrine raisonnable en philosophie, l'empirisme rationaliste, qui à la fois respecte les faits et veut les rendre intelligibles. Mais Durkheim rejeta le primat tainien de la psychologie dans l'étude des faits sociaux. L'antipsychologisme durkheimien, qui domine la pensée française, a largement contribué à rendre Taine de plus en plus illisible, tout comme son conservatisme, y compris chez les interprètes libéraux de la Révolution française, comme François Furet, qui aurait dû pourtant éprouver de la sympathie pour l'auteur des origines de la France contemporaine, mais qui lui préférèrent Tocqueville. En philosophie, Taine choqua par son déterminisme aussi bien les spiritualistes classiques que les spiritualistes reconstruits à la manière de Bergson.
Les phénoménologues firent de lui l'une de leurs têtes de Turc attitrées. Sartre fustige son analyse de l'imagination dans De l'intelligence, où il ne voit qu'un, je cite, « replâtrage hâtif de l'associationnisme », qui, en rapportant la pensée à son fondement physico-chimique, traite, je cite toujours, de l'inintelligence absolue. La critique littéraire et esthétique n'a pas cessé de dénoncer en lui ce que Patricia Lombardo a appelé la critique sans l'art. Le contre Sainte-Beuve aurait pu s'appeler aussi bien contre Taine. Mais Taine a-t-il vraiment disparu de la vie intellectuelle française? C'est loin d'être évident. Je voudrais essayer d'indiquer ici, car il ne s'agit pas ici d'entreprendre une sorte de réhabilitation qui a été faite bien mieux par de nombreux spécialistes, y compris parmi les organisateurs de ce colloque, en quoi Taine a été un peu comme une sorte de figure cachée dans ce paysage intellectuel français, un peu comme dans un tableau d'Arcimboldo. Je vais me laisser limiter ici à essayer de définir ce que c'est que la méthode tainienne en histoire des idées, pour montrer que la famille de Taine, essentiellement ses neveux, pour reprendre l'expression que Louis Pinto a utilisée au sujet des Nietzschéens français. Et étant donné la relation entre Taine et Nietzsche, il n'est pas inapproprié de parler d'une relation avinculaire. Cette relation est beaucoup plus étendue que la famille officielle. Et donc ces neveux un peu inattendus, ce sont, pour moi, Sartre, Bourdieu et Foucault. Donc, après avoir parlé à l'instant du ton de Taine, je voudrais examiner ce que j'avais appelé le naturalisme hybride de Taine. Ensuite, je parlerai de ses neveux et je terminerai en vous proposant un éloge de Taine. Qu'est-ce que c'est que l'histoire des idées pour Taine? C'est d'abord de l'histoire. Et pour lui, l'histoire, c'est un peu comme pour la science de la nature, la collection des faits qu'on subsume sous une loi, puis sous des lois plus générales qui en donnent les causes. Pour Taine, il y a des causes morales tout autant qu'il y a des causes physiques, et des causes collectives tout autant qu'il y a des causes individuelles. Mais s'agissant des idées, il faut partir de l'individu et de la psychologie, et dans l'individu de la sensation. La méthode tainienne, dans De l'intelligence, passe des bases physiologiques de la sensation à la sensation psychologique qui donne naissance aux idées, qui sont des images simples, puis complexes, puis générales, lesquelles doivent leur généralité au signe. Rien là que d'assez banal pour un lecteur de Spinoza et surtout pour un lecteur du système de logique de Stuart Mill. Plus originale, en revanche, est la thèse qu'on trouve déjà dans son livre sur les philosophes français, qu'il emprunte à Douglas Stewart, sur laquelle la perception est une hallucination vraie. Et que toutes les images, et donc les idées, sont des perceptions qui n'aboutissent pas. Cette thèse, qui impressionna fort Lacan dans sa thèse de médecine sur la psychose paranoïaque, joue un rôle essentiel dans la théorie tainienne de l'art. Toute idée créatrice est une transformation d'une hallucination. Comme on le sait, c'est la question que posera Taine à Flaubert. Hallucinez-vous, Gustave, Madame Bovary? Enfin, il ne le dit pas exactement comme ça. Mais Taine ne dit pas que l'idée n'est qu'une collection de sensations et d'images. Il dit, suivant cela un autre Écossais, Alexander Bain, que nous sélectionnons des caractères généraux qui deviennent des ressorts d'action. C'est ainsi que naissent les idées générales, qui sont en fait liées à des tendances, qui forment le caractère des individus, ce que Taine appelle des types mentaux, qui, lorsqu'on les regroupe sous des formes, constituent le caractère moral. Dans la fameuse section sur l'idéal dans l'art, dans la philosophie de l'art, Taine soutient que c'est en promouvant ce caractère moral que naissent les grandes œuvres de l'art et de l'esprit. Quand on passe des idées générales individuelles aux idées générales collectives, qui sont proprement ce dont traite l'histoire des idées, on devrait retrouver le même type de loi que celles qui valent au plan individuel. Qu'il s'agisse des causes physiques ou des causes morales, il y a là un système, un ensemble de formes corporelles simples pour la nature, devenant de loin en loin autant de formes spirituelles. De même que dans l'individu, il y a des images et des représentations des objets qui aboutissent à une conception générale ou à une résolution active qui est le trait dominant du caractère, il y a dans les peuples un tempérament unique, la race, qui, conjuguée au milieu, je cite, « sorte de lac ou de profond réservoir où les autres sources sont venues entasser leurs propres eaux ». Une troisième ordre de cause s'ajoute à cela, le moment. C'est là que, selon Taine, se logent ce que l'on peut appeler les idées d'une époque. Et Taine donne comme exemple la tragédie française sous Corneille, le théâtre grec sous Échille et sous Euripide, la peinture italienne sous Vinci.
Ces moments, il faut les entendre comme l'expression d'un type humain qui représente un modèle idéal de l'homme. Une idée créatrice universelle, comme celle du chevalier ou du moine, de l'homme de cour, je cite, se manifeste dans tout le champ de l'action et de la pensée, puis, toujours je cite, après avoir couvert tout le monde de ses œuvres involontairement systématiques, elle s'est alanguie, et puis elle est morte, et voici qu'une nouvelle idée se lève, destinée à une domination égale et à des créations aussi multipliées. À partir de là, nous dit Taine, c'est sur la base de la loi qui fait dépendre ces formes idéales les unes des autres qu'ont lieu les grands courants historiques, les très longs règnes d'une forme d'esprit ou d'une idée maîtresse, de classification oratoire qu'on appelle l'âge classique, ou ces synthèses mystiques qu'on appelle l'époque alexandrine ou chrétienne. Il y a là, toujours je cite, nous dit-il, comme un problème de mécanique. L'effet total est un composé déterminé tout entier par la grandeur et la direction des forces qui le produisent. Fin de citation. Taine admet bien, tout comme Stuart Mill, son modèle, que les lois des sciences morales ne soient pas aussi exactes que celles des sciences physiques. Alors que le positiviste anglais semble soutenir, dans sa logique des sciences morales, que l'histoire, la psychologie et la sociologie ne peuvent parvenir qu'à des lois ceteris paribus, c'est-à-dire nécessairement inexactes, alors que le positiviste semble soutenir ça, mais qu'en même temps, Stuart Mill exprime sa confiance dans le fait qu'un jour, ces lois pourront être exactes et offrir des descriptions aussi déterministes que celles de la physique et de la chimie, Taine, de son côté, est plus ambigu. Et souvent, il semble soutenir que les sciences morales sont principalement différentes des sciences naturelles parce qu'elles ne pourront jamais produire des prédictions à l'instar de ces dernières. Donc, tout, si l'on suit le plan de bataille officiel de Taine, est supposé s'enchaîner et s'emboîter selon un double plan, individuel et collectif, dans un ordre causal et nomologique, qui va des sensations aux idées individuelles, puis de là aux idées collectives et aux productions de l'esprit d'une époque. Et offrir une théorie naturaliste de ces productions, ou pour reprendre sa célèbre formule, l'homme peut être considéré comme un animal d'une espèce supérieure qui fabrique des poèmes beaucoup mieux que des vers à soie font leurs cocons et les abeilles leurs ruches. Formule qui est reprise quasiment littéralement, mais sans qu'à mon avis, il ne s'en rende vraiment compte, par Daniel Dennett. Pourtant, quand on considère les analyses de Taine non plus selon cet ordre de marche idéal, mais dans leurs détails, on trouve en fait tout autre chose. Taine ne cesse de parler de caractère, de type et d'idées manifestées dans l'époque que les individus eux-mêmes reflètent. Mais il ne nous dit jamais comment se fait la genèse de l'individuel au collectif. Il ne nous dit jamais comment les idées naissent, se développent ou changent dans leur figure sociale. Il ne nous explique pas non plus comment on peut passer du contenu sensible à des contenus généraux, ni comment il peut y avoir des lois gouvernant ces contenus. Un vrai naturaliste, je pense par exemple à un philosophe américain comme Fred Dretske, un vrai naturaliste devrait pouvoir nous montrer comment on passe de la sensation à l'image et à l'idée par une méthode inductive et progressive qui va de la psychologie à des productions comme l'histoire. Bon, je ne dis pas que Dretske se soit intéressé à l'histoire, loin de là. Mais en tout cas, c'est ça que devrait nous donner la forme de naturalisme que nous cherchons. Chez l'artiste, on devrait pouvoir faire la même chose. Mais en fait, Taine ne le fait jamais. En réalité, en dépit de ses rodomontades empiristes et scientistes, il n'est rien moins qu'il est exclusivement hegelien, et au lieu de voir dans l'abstrait l'individuel généralisé, comme le ferait un bon empiriste, il voit dans l'individuel la manifestation de l'universel. Alors, il avoue ça à Prévost-Paradol. J'ai ici une citation que je ne vais pas lire sur les caractères moraux qui créent les actions. Voici la citation intéressante. « Ma thèse est que les éléments des êtres, les bégriffeux, sont des abstraits et à ce titre inclus dans les faits, dans les choses observées, qu'on peut les en isoler par abstraction, que, partant, ce n'est pas une opération d'un genre extraordinaire. Cela ne m'empêche pas de croire, avec Hegel, que les abstraits premiers, les simples, les éléments indécomposables, par exemple Sein, Nichts, Werden, peuvent être considérés a priori, puis combinés, jusqu'à ce qu'on retrouve les types et lois expérimentales. Il n'y a toujours que les mêmes éléments, les abstraits, lesquels, à titre d'abstraits, sont inclus dans l'expérience, comme de petits cristaux élémentaires dans un gros cristal. On peut refaire le gros avec les petits, ou extraire les petits du gros, mais en somme, quelle que soit l'opération, quand on a l'un des termes dans la main, on a toujours l'autre, et l'on ne va ainsi que du même au même. Toi, Prévost Paradol,
qui connais bien mes idées, tu sais bien qu'en somme, je suis un idéaliste. À proprement parler, les faits, les petites coupures isolées n'existent pas. Ils n'existent qu'au regard de notre esprit. Au fond, il n'existe que des abstraits, des universaux, des choses générales, lesquelles nous apparaissent comme particulières. C'est là la propre doctrine de Spinoza. J'ai dit expressément dans Stuart Mill que nous n'apercevions les choses qu'à l'envers. Fin de citation. Un bon empiriste anglais, et même un Écossais, n'y reconnaîtrait pas ces petits. Mais un disciple de Carlyle, de Coleridge, de William Hamilton, de Bosanquet, de Bradley, même s'ils sont plus postérieurs à Taine, pour ne citer que des anglophones, reconnaîtraient ces idées aisément. Est-ce que c'est cet hegelien larvé, matiné de spinozisme, que Nietzsche admira tant, lui qui louait chez Taine le culte des petits faits? Le lecteur des écrits esthétiques de Taine ne peut qu'être frappé du contraste entre son empirico-positivisme militant philosophique et son hegelianisme artistique. Taine part du général et de l'abstrait, pas du singulier et du fait, et il voit dans la création littéraire exactement le contraire d'une démarche inductive. L'ouvrage sur La Fontaine l'affirme sans embâche. À quoi dit-il, pourquoi suis-je arrivé dans cette longue analyse, à dire que la poésie est l'art de transformer les idées générales en petits faits sensibles, etc. Et toutes ces descriptions d'œuvres littéraires et artistiques sont fondées sur le postulat selon lequel c'est l'idée qui s'incarne dans le concret et dans les faits, et non les faits qui conduisent par abstraction à l'idée. Quand on lit dans l'histoire de la littérature anglaise ces descriptions des œuvres de Shakespeare et de Swift ou de Thackeray, on pourrait penser que Taine va leur appliquer sa méthode, exposer comment la race anglaise, le milieu puritain, le moment de l'échec des Tories ont produit des hommes comme Swift, par exemple. On pourrait s'attendre à ce qu'ils nous décrivent le caractère et la folie du doyen. Mais rien de cela. Il nous donne une description parfaitement romantique, un portrait à la Carlyle, bien plus qu'un diagnostic médical. Et je pourrais citer le passage sur Swift qui est dans ce style-là. Il a beau nous expliquer dans sa philosophie de l'art que l'œuvre d'art est comme une plante qui pousse différemment selon les climats et dont on peut comparer la température physique dans laquelle elle est susceptible de s'épanouir à la température morale nécessaire pour que certains talents se développent, mais quand il décrit les œuvres de Tintoret dans son voyage en Italie, il n'en parle pas différemment de la manière dont Sartre, un siècle plus tard, s'esbaudira devant les œuvres du maître vénitien. Le programme du naturalisme en esthétique, comme vient de nous le rappeler Jean-Marie Schaeffer dans son livre sur l'expérience esthétique, consiste à montrer non seulement comment on peut passer de la sensation au jugement esthétique, et du contenu des idées sensibles au contenu des idées esthétiques objectivées dans l'œuvre. Et ça, c'est le programme, me semble-t-il, tel qu'un naturaliste devrait le proposer. Mais Taine ne le fait jamais. Il reste de part en part hegelien, idéaliste, romantique, à mille lieues du programme positiviste pour lequel il est réputé avoir corrompu les esprits. Au-delà de l'analyse positiviste des faits, il y a, nous dit-il dans les philosophes français, une analyse métaphysique qui, je cite, analysant les éléments des définitions, essaie de démontrer qu'ils ne pouvaient se réunir qu'en un certain ordre de combinaisons, et que tout autre ordre ou combinaison renfermerait quelques contradictions intimes, que cette suite idéale seule possible est la même que la suite observée, seule réelle, et que le monde découvert par l'expérience trouve ainsi sa raison comme son image dans le monde reproduit par abstraction. Fin de citation. Et qui n'est autre que la philosophie de la nature de Hegel. On croyait trouver un philosophe analytique, on trouve un esprit synthétique. Jamais empiriste et positiviste ne fut plus partisan de la causa sive ratio. De même, on s'attendrait à ce qu'il suive, en historien, la naissance des idées et leur progrès. Mais il le fait rarement. Il décrit des types, et il fait bien plus de la géographie et de la topographie des idées qu'il ne fait leur histoire. Par exemple, dans l'introduction à l'histoire de la littérature anglaise, il déclare, je cite, « vouloir faire une carte psychologique des événements et des sentiments d'une civilisation humaine. » Je ne vais pas faire toute la citation, mais c'est de la pure topographie. Et l'ironique Félix Fénéon a dit de Taine qu'il appliquait à l'histoire littéraire les méthodes de l'agronomie. D'un pays, il étudie la nature du sol, la topographie, le climat, puis se représente une génération d'artistes comme une poussée de cèpes, de betteraves, de sycomores et de choux de Bruxelles. Évidemment, derrière l'ironie, il y a une critique, mais qui, à mon avis, est injuste,
parce que justement Taine n'est pas le réductionniste que l'on prétend souvent, mais aussi il y a quelque chose qui est vu très bien par Fénéon, à savoir que Taine fait de la topographie. Il fait déjà quasiment presque de l'archéologie. Ça anticipe ce que je m'apprête à dire. Notre historien est un géographe, un cartographe des formes idéales, bien plus qu'un amateur de lois historiques. Il s'intéresse bien plus aux structures fixes qu'à leur devenir. Quand il étudie la forme de la France contemporaine, il est plus près du plan de composition des organismes de Geoffroy Saint-Hilaire que de l'évolutionnisme darwinien. En fait, il est plutôt lamarckien. Il n'est jamais question chez lui des crises, des ruptures, des transformations et des déplacements qui intéressent les historiens des idées, mais seulement des types, des idéaux, des modèles, on n'ose pas dire des paradigmes. La seule loi de changement dans les idées qu'il invoque est celle du surgissement d'un individu et d'une forme d'esprit originale à un moment où une forme culturelle a atteint ses limites. La tautologie saute aux yeux, autant dire que le nouveau apparaît quand l'ancien disparaît. Matérialiste ne parlant que d'esprit, idéaliste pour qui il n'est question que de la nature, empiriste abstrait, positiviste hégélien, historien qui traite essentiellement de géographie mentale. Taine a paru incohérent et bancal, je cite Antoine Compagnon, à ses lecteurs. Est-ce qu'il l'est vraiment ? On ne peut le penser que si l'on juge ses entreprises contradictoires, celles que je viens de décrire. Ce qu'il a essayé de faire, sans y parvenir vraiment, j'en conviens, c'est une synthèse des connaissances de son temps sur la psychologie et d'une théorie de l'histoire et de la culture. Je dirais volontiers qu'il a essayé de faire ce que Jon Elster, dont parlait Patricia Lombardo tout à l'heure, essaye lui aussi de faire. Mais s'il fut le premier à faire ça, il est loin d'avoir été le seul. Bien des projets ultérieurs s'y essayèrent, notamment dans le monde anglophone, et peut-être Nietzsche y a-t-il en ce sens un disciple de Taine. Mais je voudrais maintenant ici suggérer que ce naturalisme hybride est aussi au cœur des œuvres de successeurs plus ou moins involontaires de Taine en France. Donc, je voudrais maintenant parler de Tonton Taine et de ses neveux. Alors, les neveux de Taine ne sont pas les auteurs qui ont consciemment épousé son héritage, de Zola en passant par Bourget, Lançon, Faguet, Barrès. Ce sont, je crois, les auteurs du XXe siècle que le fantôme de Taine est sans cesse revenu hanter quand ils ont eu à s'affronter au problème des relations entre déterminisme et liberté dans la création artistique et quand ils ont cherché à définir leur méthode. Sartre, Bourdieu et Foucault sont à Taine ce que Riri, Fifi et Loulou sont à Donald Duck. Commençons par Sartre. Sartre a toujours maltraité Taine. Dès l'Imagination, en 1936, il attaque sa conception associationniste des images. Je l'ai déjà mentionné. Il revient à la charge en 1946 dans Qu'est-ce que la littérature ? On sera tenté de reprocher sa vaine subtilité et son caractère indirect à tout essai pour expliquer un ouvrage de l'esprit par le public auquel il s'adresse. N'est-il pas plus simple, plus direct, plus rigoureux de prendre pour facteur déterminant la condition même de l'auteur ? Ne convient-il pas de s'en tenir à la notion tainienne du milieu ? Je répondrai que l'explication par le milieu est en effet déterminante. Le milieu produit l'écrivain. C'est pour cela que je n'y crois pas. Ça, c'est une phrase typiquement sartrienne. Le public l'appelle au contraire, c'est-à-dire qu'il pose des questions à sa liberté. Le lieu est une vis à tergo, le public au contraire est une attente, un vide à combler, une aspiration au figuré et au propre. En un mot, c'est l'autre. Et si je suis si loin de repousser l'œuvre par la situation de l'homme que j'ai toujours considéré le projet d'écrire comme le libre dépassement d'une certaine situation humaine et totale, en quoi d'ailleurs il n'est pas différent des autres entreprises. Autrement dit, Sartre reconnaît qu'il y a le milieu, mais qu'ensuite le public vous fait réagir pour le milieu de manière évidemment dialectique, et c'est ça essentiellement qu'il va le reprocher à Taine, c'est-à-dire c'est de laisser de côté en quelque sorte le regard que à la fois le public et l'écrivain doit avoir pour lui-même. Mais une fois qu'on a ajouté ce regard, le dispositif sartrien, il l'avoue explicitement, est exactement le dispositif tainien. Autrement dit, le milieu ne suffit pas, il faut aussi le moment.
que Taine décrit dans la préface de l'histoire de la littérature anglaise comme, selon la métaphore célèbre, la vitesse acquise, c'est-à-dire le moment au sens mécanique du terme, dynamique du terme. Bien sûr, la métaphore de Taine est mécanique et le moment est comme la combinaison du parallélogramme des forces newtoniens. Mais on peut aussi bien le décrire en termes marxistes, comme le fait Sartre, comme une dialectique entre le milieu et le moment. Sartre ne fait pas autre chose quand il expose en 1958 sa méthode qu'il appelle progressive-régressive dans la critique de la raison dialectique, celle-là même qu'il utilisera dans son analyse de Flaubert. Il emploie les termes mêmes de Taine. Nous plaçons l'homme dans son cadre et dans son moment. Mais ça ne suffit pas, car l'action de l'idéologie est déjà dans le cadre et le conditionne. C'est ce qu'il appelle la méthode existentialiste, qui fait un va-et-vient entre la biographie de l'époque et en déterminant dans l'époque le champ des possibles. Taine l'hégélien, je voudrais le suggérer, ne faisait pas autre chose quand il prétendait que l'abstrait, le type, se trouve déjà dans le caractère et dans les images qui le constituent. Le bourgeois sartrien, le garçon dans l'image duquel se débat Flaubert, ne sont-ils pas justement de tel type? Sartre, précisément, revient encore à Taine dans l'Idiot de la famille pour dénoncer sa conception mécanique de la relation de la race, du milieu et du moment et son scientisme qui escamote l'homme dans une extériorité, oubliant que la science ne se fait qu'à travers l'homme et non sans lui. Il reproche à Taine de n'être pas dialectique et de ne pas être capable de s'appliquer à lui-même sa propre méthode. Entre parenthèses, ici, il fait totalement fi du Thomas Grain d'orge, qui est une autodescription ironique de Taine dans les salons parisiens de la princesse Mathilde. La psychanalyse existentielle a remplacé chez Sartre l'associationnisme de Mill, mais les termes du problème restent les mêmes. Comment faire quelque chose de ce que l'on a fait de vous? Sartre se veut l'anti-Taine, puisqu'il entend mettre la liberté à la place où ce dernier voyait une nécessité inflexible. Mais quand il écrit sur Baudelaire, sur Genet ou sur Flaubert, il décrit en fait le même mouvement que celui que décrivait Taine. Et voici la préface de l'Idiot de la famille bien connue. Un homme n'est jamais un individu, il vaudrait mieux l'appeler un universel singulier. Totalisé par la même universalisée par son époque, il la retotalise en se reproduisant en elle comme singularité. Universel par l'universalité singulière de l'histoire humaine, singulier par la singularité universalisante de ses projets. On n'aurait quasiment plus ajouté Taine 1851. Qui a dit cela? Je cite. « Une chose que m'a appris Proust, c'est qu'il y a des milieux sociaux comme il y a des espèces animales. » Qui a dit ça? Eh bien, c'est Sartre, raconté par Simone de Beauvoir dans La cérémonie des adieux. La liberté est de faire quelque chose de ce qu'on a fait de vous. Ça semble en effet aux antipodes du déterminisme tainien, mais je voudrais suggérer que les termes du problème sont les mêmes et presque la solution. Deuxième neveu, Bourdieu. Bourdieu hérite de l'antipsychologisme de Durkheim et de la conviction que le social est une entité autonome au-dessus et au-delà des individus. Il est en ce sens bien plus dans la lignée de Comte que dans celle de Taine. Son point de départ est bien plus anthropologique qu'historique. Il refuse officiellement, tout comme Sartre, le naturalisme causal et l'idée que la culture pourrait être soumise à des forces qui sont extérieures à elle. Mais Bourdieu admet bien qu'elle subit des forces qui sont celles de l'économie et des classes sociales, et quand, dans son projet d'une sociologie de la culture, il est amené à consacrer à l'art une place centrale, notamment dans les règles de l'art, son livre sur Flaubert. Alors évidemment, ici, vous avez noté qu'il y a une continuité entre Sartre et ses neveux, qui est un autre tonton, à savoir Flaubert. Taine interroge Flaubert directement, Sartre, Bourdieu interroge Flaubert indirectement. Donc, dans les règles de l'art, Bourdieu retrouve spontanément, outre les problèmes que posait Sartre, les notions tainiennes, et ce qui était le milieu est devenu le champ. En mettant ainsi en place les deux pôles du champ du pouvoir, véritable milieu au sens newtonien, où s'exercent les forces sociales, attraction ou répulsion, qui trouvent leur manifestation phénoménale sous la forme de motivations psychologiques telles que l'amour ou l'ambition, Flaubert instaure les conditions d'une sorte d'expérimentation sociologique. 5 adolescents, dont le héros Frédéric, provisoirement rassemblés par leur position commune d'étudiants, sont lancés dans cet espace, tels des particules dans un champ de force,
et leurs trajectoires sont déterminées par la relation entre les forces du champ et leur inertie propre, leur moment. Taine parlait du milieu à la manière mécanique, comme Descartes. Mais Bourdieu, qui a fait son mémoire de maîtrise sur Leibniz, en parle à la manière dynamique, comme Leibniz. Là où Taine parlait de caractère dominant, Bourdieu parle de forme symbolique, en adaptant Cassirer. Là où Taine parlait de causes physiologiques et psychologiques et de race, Bourdieu parlera de disposition et d'habitus. Les individus ne sont pas des atomes, mais des potentialités qui ont des trajectoires dans des champs de force, un capital symbolique qu'ils transformeront ou non sur un marché. Certes, les notions bourdieusiennes d'habitus et de champ sont destinées à échapper à l'alternative entre déterminisme et liberté, et leur caractère structural plutôt que causal est supposé contourner les liens de la nécessité. Là où Taine parlait de race, de milieu et de moment, Bourdieu parle de position, de disposition et de prise de position. Mais quand le sociologue décrit le parcours de Flaubert comme la transformation d'un habitus au sein d'un ensemble de possibles dans un champ, décrit-il vraiment quelque chose de si différent de ce que décrivait Taine? Quand Taine faisait le portrait des Jacobins, puis à partir de là décrivait leur trajectoire dans le moment révolutionnaire, faisait-il réellement autre chose? Troisième, donc c'est Loulou, normalement, Foucault, qui, en apparence, de plus antithétique de Taine que Foucault. Comme tous les praticiens français des sciences sociales, depuis au moins Lévi-Brûle, et peut-être à l'exception de Maurice Alvax, Foucault récuse, après avoir flirté avec elle, la psychologie. Alors que Nietzsche vantait chez Taine la psychologie à base de physiologie, l'anatomie des esprits, le culte des hommes forts et puissants de la Renaissance italienne, Foucault, pourtant disciple de Nietzsche, se révèle bien plus blanchotien quand il refuse une histoire axée sur les auteurs et les œuvres et quand il prétend ne faire que l'étude du moutonnement indéfini du langage à la surface des choses et loin du monde. Donc Foucault ne cesse de proclamer qu'il refuse en matière d'histoire des idées l'histoire totale, qui cherche à reconnaître la forme générale, matérielle et spirituelle d'une époque, d'une civilisation, et Foucault nous dit qu'il pratique plutôt une histoire discontinuiste aux antipodes des conceptions du Wissenschaftswollen ou du Kunstwollen du XIX siècle. Mais ces épistémailles dans les mots et les choses, dont les mutations invisibles défient toute explication, ne rappellent-elles pas les formes générales d'une époque qui naissent et meurent sans qu'on sache pourquoi, au rythme des génies que postulait Taine, lui-même cartographe et archiviste? Quand Taine nous dit « Entre une charmille de Versailles, un raisonnement philosophique et théologique de Malebranche, un précepte de versification de Boileau, une loi de Colbert sur les hypothèques, un complément d'antichambre à Marly, une sentence de Bossuet sur la royauté de Dieu, la distance semble infinie et infranchissable. Nulle liaison apparente, mais les faits communiquent entre eux par les définitions et les groupes où ils sont compris, comme les eaux d'un bassin par les sommets du versant par où elles découlent. » Alors je voudrais me demander, est-ce qu'il n'y a pas là une incitation à ne plus considérer, c'est une citation de Taine, n'est-ce pas, dans l'histoire de la littérature anglaise, à ne plus considérer les auteurs et les œuvres, mais ce que Foucault appelle les énoncés? Est-ce que ce n'est pas précisément le programme même de l'ordre du discours que de mener l'analyse du discours à partir de, je cite, l'événement, la série, la régularité, la condition de possibilité, plutôt qu'à partir de la création, de l'unité, de l'originalité et de la signification? Est-ce que cette matrice commune à une époque, c'est pas ce que Foucault appelle justement une épistémée? Foucault l'a décrit à l'époque de l'archéologie du savoir comme une sorte de loi occulte des discours, une époque, comme il le dit, un socle, qui est celui des énoncés. Mais quand il parle de formation discursive, ces principes de groupement sont-ils si différents de ceux que Taine employait pour décrire les traits dominants d'un caractère? Tout ce langage d'archives, de discours, d'énoncés, de règles, de trames, ce langage de tisserand de chez Foucault, qui vient remplacer celui des forces mécaniques de Taine et du langage des forces hydrauliques, est-ce que ce langage foucaldien est vraiment si débarrassé de connotations phoronomiques et dynamiques? On s'est souvent demandé, à juste titre à mon avis, si l'anticausalisme foucaldien en histoire des systèmes de pensée, et en gros son fonctionnalisme sociologique,
si cet anticausalisme était réellement si à l'abri des catégories de causalité et de loi que Foucault le prétendait. Foucault refuse de faire de l'histoire à la manière continuiste, il fait, nous dit-il, de l'archéologie. Mais les strates qu'il décrit sont-elles si différentes de la géographie conceptuelle que tentait Taine? Le fait qu'il les décrive comme des ensembles mobiles, je cite, des scansions, des décalages, implique-t-il que leurs propriétés et leur nature taxinomique cessent d'avoir une efficace causale? Foucault fait, nous dit-il, de la généalogie de la morale. Mais peut-il la faire sans recourir à la psychologie, tout comme Nietzsche et son maître Taine? Last but not least, quand il cherche à analyser les rapports du sujet et de la vérité et se livre à une histoire des modes de subjectivation, Foucault ne retrouve-t-il pas spontanément, pour ainsi dire, les problèmes que se posaient Taine et Renan? On a parlé à propos de Foucault de positivisme romantique, mais ce terme s'applique tout autant à Taine. Taine et Foucault, faut, comme on dit en anglais, évidemment, je ne prétends pas les réduire l'un à l'autre, ni par ces analogies que j'ai essayé de tracer, dire que c'est Schubert et Verschow et qu'ils défendent les mêmes idées. Mais donc, effectivement, j'admets qu'ils font ce que l'on appelle en anglais des strange bedfellows. Mais le projet nietzschéen d'une généalogie telle que le décrit Foucault, c'est en fait le contraire c'est vrai que c'est le contraire d'une histoire continuiste à la Taine. Quand il dit notamment, il ne s'agit pas tellement de retrouver chez un individu un sentiment ou une idée, les caractères génériques qui permettent de l'assimiler à l'autre et de dire ceci est grec ou ceci est anglais, mais repérer toutes les marques subtiles, singulières, sous-individuelles, qui peuvent s'entrecroiser en lui et former un réseau difficile à démêler. Là, c'est plutôt le réseau électrique, apparemment, qui est la métaphore. Bon, je ne lis pas toute la citation. C'est évidemment une de ces déclarations une histoire totalisante, anticontinuiste de Foucault. Mais si effectivement de tels passages chez Foucault semblent écrits directement contre l'auteur de l'histoire de la littérature anglaise, la manière dont Foucault lui-même décrit dans son texte fameux Nietzsche, la généalogie et l'histoire, la Herkunft, la provenance, la souche, chez l'auteur de la généalogie de la morale, cette manière dont il la décrit est parfaitement tainienne. Le corps, tout ce qui tient au corps, l'alimentation, le climat, le sol, c'est le lieu de la Herkunft. Sur le corps, on trouve le stigmate des événements passés, tout comme de lui naissent les désirs, les défaillances, les erreurs. En lui aussi se nouent et soudain s'expriment, mais en lui se dénouent, entrent en lutte, s'affrontent les uns les autres, poursuivent leur insurmontable conflit. Le corps, surcraft d'inscription des événements, alors que le langage les marque et les idées les dissolvent. Lieu de dissociation du moi. Alors évidemment, Foucault à la différence de Taine, refuse de passer par les idées. À mon avis, c'est l'erreur, les idées au sens psychologique du terme. C'est l'erreur de Foucault. Il n'a pas fait assez de psychologie, il n'a pas été assez psychologue comme le demandait Nietzsche. Donc en fait, il me semble que ce que Nietzsche allait chercher chez Taine, on peut bien dire que c'est ce que Foucault aurait dû aller chercher chez Taine et chez Nietzsche du même coup. Taine, comme Comte, haïssait la raison des Lumières. Vous connaissez sa déclaration célèbre dans Les origines de la France contemporaine. 150 ans de politesse et d'idées générales ont persuadé aux Français d'avoir confiance en la bonté humaine et en la raison pure. Cette même méfiance vis-à-vis de la raison, ce romantisme positiviste, on les retrouve chez Foucault. Et quand dans son fameux texte sur les Lumières, Foucault nous invite à tourner le dos à Kant et à adopter ce qu'il appelle un rapport sagittal à notre propre actualité, et non plus un rapport longitudinal aux anciens et à l'humanité en général, est-ce que Foucault ne redouble pas le geste de Taine, qui écrivait ses origines de la France contemporaine en 1870, précisément pour conjurer ce que Foucault appellera le présent qui est nous-mêmes, ou l'ontologie de notre présent. Bon, évidemment, Taine aurait trouvé bizarre de s'exprimer ainsi. Quand Foucault se livre à l'étude des origines de nos institutions disciplinaires et pénales, de notre rapport à la sexualité et de nos pouvoirs, que fait-il si l'on met à part les métaphores organicistes, sinon greffer le programme de Nietzsche sur celui de Taine? Alors, je vais terminer. Je pense que le tainisme avinculaire, comme on pourrait l'appeler, est un tainisme honteux. Il ne faut pas se montrer avec Taine. Mais quand Sartre, Bourdieu et Foucault s'interrogent sur la relation du subjectif à l'objectif, du sujet à la vérité, de la nature à l'histoire, ils retrouvent presque sans y penser les schèmes de Taine. Quand ils essaient de penser la littérature comme informée
par le monde social en même temps qu'une pensée du dehors, sans sujet et sans intériorité, il retrouve ces catégories là même où il les avait crues désuètes. Là même où il récuse l'idée qui était celle de Taine que la littérature puisse contribuer à la connaissance, il la retrouve malgré eux. Alors même qu'il rejette le naturalisme tainien, il manque à voir que ce dernier n'opposait pas nature et norme, ni nature et idéal. Les neveux de Taine, qui sont en fait légion en France, l'ont suivi, souvent en le réinventant à leur insu dans son romantisme scientiste et dans son hostilité à la raison des Lumières. Alors ça, c'est sur le point sur lequel je ne suivrai pas Taine, dans sa haine de la raison abstraite, qui me paraît effectivement être le point le plus faible de son rationalisme. Mais Taine définit encore un programme qui mérite encore d'être poursuivi, celui d'une esthétique à la fois naturaliste et normative, d'une théorie de l'esprit qui soit aussi une théorie de la culture et de l'histoire, d'une conception cognitive de la littérature. Cognitive au sens de la littérature a une valeur de connaissance. C'est donc pas lieu de défendre ce programme, mais je laisse le dernier mot à Charlus. Quand je parlais de ce côté hors nature de Balzac à Swann, il me disait « Vous êtes du même avis que Taine. Je n'avais pas l'honneur de connaître M. Taine, ajouta M. de Charlus, avec cette irritante habitude du monsieur inutile qu'ont les gens du monde, comme s'il croyait en taxant de monsieur un grand écrivain, lui décerner un honneur, peut-être garder ses distances et bien faire savoir qu'ils ne le connaissent pas. Je ne connaissais pas M. Taine, mais je me tenais pour fort honoré d'être du même avis que lui. »